Bonsoir à tous. Le 19 novembre, les Argentins ont élu Javier Milei, personnalité sulfureuse, faisant campagne une tronçonneuse à la main. Le nouveau président de confession catholique a pourtant violemment critiqué le pape François. Ultralibéral, il entend remonter le pays embourbé depuis 2 décennies dans une grave crise économique. Et les défis à relever sont nombreux. Une inflation qui dépasse les 120%, 40% de chômage et des inégalités qui se creusent. Mais il y a aussi des enjeux écologiques avec l'exploitation croissante du lithium dans le Nord. Comment l'Église soutient les populations menacées? On va en parler dans un instant avec notre invité Martin Villaume, chargé de partenariat Amérique latine au CCFD. Terre solidaire, mais pour commencer, quelques repères à retenir. 8e pays du monde par sa superficie, l'Argentine est située dans la pointe sud du continent américain. Elle est frontalière du Chili, de la Bolivie, du Paraguay, du Brésil et de l'Uruguay. Sa capitale est Buenos Aires. Sa population est d'environ 46 millions d'habitants. Côté religion, selon une étude réalisée par le Conseil national de la recherche scientifique et technique, il y a 63% de catholiques, un nombre en baisse. Il représentait 76% en 2008, 19% de sans religion, 15% d'évangéliques. Tout de suite, je retrouve notre invité. Martin Villaume, merci de nous retrouver pour cette édition sur l'Argentine. Alors évidemment, on revient sur cette actualité d'il y a quelques semaines, ce sont ces élections. Avec une première question, pour ceux qui nous regardent, Javier Milei, de confession catholique, je le disais, il a critiqué à de nombreuses reprises le pape François de manière très forte. Le pape François, son compatriote, avant de tempérer les propos, puisque il a invité le pape à se rendre en Argentine depuis son élection. Il prône notamment le libre port d'armes pour se défendre. Voilà, il y a des choses un peu marquantes, j'allais dire saillantes, qui peuvent sans doute questionner à minima les catholiques argentins. Comment est-ce qu'ils se sont situés dans ces élections ? Les catholiques, comme beaucoup d'Argentins, ont été très choqués par des propos du candidat Milei. Candidat d'extrême droite, ultralibéral, qui se définit lui-même comme libertarien, qui a insulté beaucoup de composantes de la société, et notamment le pape François, dont il est très éloigné. Il a critiqué son engagement politique, son communisme, la doctrine sociale de l'Église, et il fait vraiment de la liberté son axe de campagne et maintenant de gouvernement. Donc beaucoup de catholiques se sont engagés déjà au niveau local pour contrer ce vote pour Javier Milei, pour dénoncer aussi cette campagne égoïste et de haine. La conférence des évêques aussi, sans le nommer directement, mais a appelé à l'importance de respecter la justice sociale. Pas de liberté sans justice sociale, sans paix. La Commission nationale justice et paix, beaucoup d'organismes de l'Église se sont quand même exprimés pendant cette campagne pour rappeler l'impératif de justice sociale dans un pays, comme vous l'avez dit en introduction, qui est marqué par une crise économique très forte. Et les solutions ultralibérales de Javier Milei, on le sait déjà, risquent d'aggraver cette crise. Et donc d'aggraver aussi la situation de toute cette population des périphéries de l'Argentine. Et alors dites-nous justement, quel est le climat aujourd'hui en Argentine ? Aujourd'hui, il y a un peu l'impression que c'est un saut dans le vide. Il y a eu clairement un vote de colère qui a permis à Javier Milei d'accéder à la présidence. Une situation aussi de plusieurs années, plusieurs décennies de crise économique, l'envie un peu de dégager les sortants et de tenter un peu une solution de choc. Beaucoup des personnes qui ont voté pour lui ne partagent pas les idées racistes, misogynes de Javier Milei, mais aujourd'hui on est un peu dans l'interrogation. Est-ce qu'il va vraiment réaliser son programme économique ? Javier Milei a proposé de supprimer de nombreux ministères, de privatiser à tout va. Comme beaucoup de candidats d'extrême droite aussi, il a souvent fait des femmes, des communautés autochtones, des membres de la communauté LGBT, les ennemis. Donc comment cette situation aujourd'hui va vraiment se réaliser ? Est-ce que le candidat va aller
est-ce que le président maintenant élu va faire ce que le candidat défendait? Donc il y a quand même beaucoup de craintes. Et nous, au CCFD Terre Solidaire, du côté de nos alliés de la société civile, il y a de la peur aussi. Parce que Quelles sont les peurs? En fait, ce discours de violence déjà verbal, comme on l'a déjà vu avec Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil voisin, ça a des conséquences directes et parfois ça se traduit en violence physique. Donc il a un discours également négationniste sur les crimes de la dictature. Sa vice-présidente s'est exprimée à plusieurs reprises pour nier les atrocités de la dictature. Donc il y a une crainte d'un retour en arrière, d'une libération un peu de la violence politique. Certaines associations craignent même pour leur protection directe. Donc on saute un peu dans l'inconnu, avec nous aussi en tant qu'ONG internationale, vraiment la volonté d'exprimer notre solidarité pour les membres de ces associations, de ces groupes d'églises engagés, qui pourraient demain être pris pour cible, parce qu'on sent que ça libère dans le débat public, sur les réseaux sociaux, où Javier Milei est très très présent, avec beaucoup de jeunes aussi qui défendent ses positions. On sent que ça libère quand même une parole de haine. C'est quoi aujourd'hui le quotidien des Argentins avec cette crise économique majeure et longue? C'est en fait en Argentine une situation exceptionnelle de crise économique et financière, mais qui dure depuis longtemps. Donc finalement, il y a d'une certaine manière, la population a appris à vivre. C'est la débrouille? C'est un peu le système D. Oui, effectivement. Il y a une hyperinflation, mais voilà, de plus de 140%. Qui représente, pour les Argentins, un besoin de s'adapter un peu tous les jours. Ils ont l'impossibilité d'épargner dans leur monnaie. Ils essayent d'avoir recours au dollar, mais il y a plusieurs taux de change qui existent. C'est vraiment un système très compliqué pour eux. D'ailleurs, beaucoup de jeunes, ceux qui le peuvent, ont recours à l'exil. Donc il y a un peu l'impression d'une situation bloquée. Se nourrir, c'est compliqué? Pour certaines parties de la population, oui. Dans un pays aussi qui a vécu un confinement très long pendant la pandémie et qui a affaibli certains quartiers, notamment dans le nord du pays et dans les périphéries des grandes villes. C'est une situation qui a empiré. Il y a aussi la question du trafic de drogue, avec une violence qui a augmenté. C'est aussi un facteur qui a amené à voter pour Milei, pour certaines parties de la population, parce qu'il y a une situation d'insécurité qui s'est aggravée, avec des routes de la drogue qui viennent des pays voisins, et parfois avec l'implantation de groupes armés illégaux. Donc c'est un quotidien compliqué, et parfois avec peu d'horizons réellement d'amélioration. Et avec des gouvernements péronistes, de la droite traditionnelle, du centre-gauche, qui n'ont pas été à même en fait, d'amener des solutions pour le pays. Ce qui explique un peu ce vote rejet, ce vote anti-système. Et pour autant, on ne voit pas de manifestations. On pense au Venezuela avec des manifestations massives. Il ne se passe pas ce genre de choses en Argentine? C'est quand même un pays qui a une société civile très active. Il y a beaucoup de mobilisations, de manifestations. On a beaucoup parlé des féministes ces dernières années pour acquérir de nouveaux droits. Il y a des manifestations très importantes chaque année, fin mars, pour célébrer le retour à la démocratie et pour dénoncer les crimes de la dictature. Donc c'est l'un des pays où il y a les plus grandes marches de défense des droits humains. C'est sûrement des mouvements demain qui vont être un peu en difficulté. Mais c'est aussi d'un point de vue économique, oui, il y a eu une certaine accoutumance, habitude à cette situation de crise. Et c'est vrai que certains partenaires nous disaient parfois au CCFD Terre Solidaire, bon finalement le pays va mal, mais ça continue à avancer et c'est assez surprenant. Alors, parmi les nombreux défis qui touchent l'Argentine, il y a aussi la précarisation de l'emploi, comme nous l'explique Hubert Podetti, président de la commission Justice et Paix en Argentine. On en parle juste après. Hay una precarización enorme del trabajo. Es decir, si bien se han desarrollado múltiples formas de trabajo en la economía popular, es decir, en la economía informal, son formas de trabajo que no tienen protección social, protección de accidentes, que no tienen jubilación, ¿no es cierto? Son formas precarias de trabajo. Y también esto ha producido un aumento de la exclusión social, mucho el proceso electoral, porque indudablemente el gobierno que estaba a cargo, el gobierno saliente, si bien tenía un discurso, podríamos llamar un discurso popular, un sentido en favor de eliminar la pobreza, de hacer crecer los puestos de trabajo digno, de facilitar el acceso de las personas a todos los derechos que garantiza la Constitución, en la práctica esto no ocurría y todo lo contrario. Y entonces esto aumenta un poco la incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir en el futuro con esta crisis social.
Voilà une réaction sur ce propos. C'est l'incertitude qui prévaut, là. Oui, c'est vrai qu'il y a un secteur de l'économie informelle qui est très fort. Et comme le dit l'invité aussi, il y a aussi une déception par rapport au gouvernement précédent, du péronisme, du centre-gauche, d'un discours populaire qui n'a pas été à même réellement d'améliorer la situation économique. D'ailleurs, le candidat qui faisait face à Javier Milei au deuxième tour était l'ancien ministre de l'économie. Donc il portait aussi le bilan, et ce qui n'a pas facilité un peu sa campagne. Alors, le CCFD, Terre Solidaire, agit en particulier dans le nord de l'Argentine. Dites-nous, il y a la question de l'exploitation du lithium. Alors, on connaît la politique extractive qui se faisait du temps de la présidence de Jair Bolsonaro au Brésil. On connaît moins ce qu'il en est en Argentine. Qu'en est-il ? En Argentine, il y a beaucoup de richesses minières dans les Andes, donc dans la partie nord du pays, cuivre et autres depuis longtemps. Et dans les déserts de sel, il y a ce qu'on appelle le nouvel or blanc, le lithium, dont l'Argentine, avec les pays voisins, la Bolivie et le Chili, détiendraient les 2/3 des réserves mondiales. Et c'est un minerai très stratégique aujourd'hui parce qu'on s'en sert pour les batteries électriques de voitures, les batteries d'appareils portables. Donc il y a vraiment une ruée vers ce nouveau minerai. Et l'Argentine débute cette exploitation. Nous, on travaille avec certains partenaires un peu auprès des communautés autochtones et paysannes pour être au courant des risques que représente cette exploitation, parce que c'est un modèle extractiviste à l'ancienne, un minerai qui est exploité là-bas, transformé parfois en Asie, mais qui sert essentiellement aux pays du Nord, et notamment pour les batteries de nos voitures électriques ici en France. Donc il y a aussi un discours d'un point de vue de la transition énergétique qu'on essaie avec nos partenaires de déconstruire. Parce que ce n'est pas un minerai vert ni durable, et ça a des conséquences directes pour les populations. C'est le paradoxe. On va en parler juste après cette deuxième interview, puisque effectivement, avec le développement mondial de l'économie verte, eh bien, ces projets d'extraction du lithium se multiplient en Argentine. Quelle menace pour les populations autochtones et paysannes du Nord? On écoute Santiago Machado Araoz, directeur de BP, un partenaire du CCFD Terre Solidaire. Incrementaron bastante los proyectos de litio, de extracción de litio en nuestra zona, y esos son modelos extractivos que generan daño, contaminación. Nosotros trabajamos investigación y acción participativa desde la mano de las comunidades, en donde se investigan los impactos, por otras experiencias, los impactos de este modelo minero, y también la percepción de la salud de las personas. ¿No? Demostramos que no es necesario para las poblaciones locales una economía extractiva minera, porque eso sí atenta con los modos y medios de vida, o sea, fundamentalmente el alto consumo de agua, la contaminación ambiental, limitan las capacidades de la producción agroecológica de las familias que ya la tienen. Voilà un peu l'énumération de ce à quoi sont exposées ces populations. Il y a une vraie menace pour elles de subsistance. Oui, il y a une menace de subsistance, il y a une menace pour les cours d'eau, les nappes phréatiques, et il y a une menace souvent plus pernicieuse, c'est social, parce que ces projets miniers, c'est vrai avec le lithium, mais c'est vrai avec des projets pétroliers ou de gaz de schiste dans le sud du pays, ça a des conséquences de déstructuration sur les communautés locales. Parce que souvent, les entreprises essayent d'acheter un soutien. L'État a tendance, et c'était déjà le cas avant Javier Milei, de soutenir ces projets extractivistes. Donc l'État aussi soutient ces projets. Et on retrouve des communautés qui sont parfois divisées, marginalisées. Certaines tombent dans la zone d'influence de la mine et ont des retombées économiques. D'autres non. C'est quoi justement ces retombées économiques de la mine Ça peut être la construction d'une route qui servira essentiellement à l'acheminement des minerais, donc ce n'est pas vraiment un progrès pour la communauté. D'autant plus que parfois, tracer une route, ça peut amener aussi à changer complètement l'équilibre social de ces communautés qui sont un peu plus isolées. Ça peut être la construction d'un dispensaire, d'une école, des services publics qui, si ces entreprises payaient leur juste part d'impôts, en fait, devraient déjà exister. Et là, c'est un problème de l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine, c'est que l'État, malheureusement, très centralisé à Buenos Aires, n'est souvent pas en capacité d'assurer un service public de qualité. Donc ces entreprises arrivent avec des promesses
et parfois des retombées, mais qui sont très limitées dans le temps et qui bénéficient peu, surtout au regard des conséquences écologiques, sociales. Donc de vrais enjeux aussi écologiques. Alors, est-ce que ces populations, elles pourraient vivre d'agroécologie ce serait possible ? C'est tout le pari en fait, que font nos partenaires sur place, parce que c'est un pays aussi très riche, avec une belle biodiversité, qui pâtit, comme tous les pays, des effets du changement climatique, avec des épisodes de sécheresse à répétition. Mais c'est des communautés qui sont souvent agricultrices, paysannes, indigènes, qui cultivent la terre. Donc c'est ce qu'au fond nos partenaires pour les aider déjà à diversifier les cultures. Et la difficulté, c'est souvent commercialiser. Donc, avec le soutien à des coopératives, à des circuits courts, aussi à des mécanismes d'achat public pour que cette alimentation saine puisse servir pour les écoles, pour les petits déjeuners, par exemple, dans les écoles. Mais ça, on craint aussi qu'avec Javier Milei, les quelques systèmes un peu de collaboration entre l'État et les paysans soient supprimés, puisque lui, il défend plutôt une vision de l'agronégoce, d'une agriculture intensive. Qui est déjà un peu existante ou pas oui, en Argentine ? Dans certaines parties de l'Argentine, oui. Notamment dans la partie du nord-est, vers le Brésil, on retrouve un modèle un peu de monoculture intensive, de soja et autres. Donc là, il y a déjà une agriculture très forte qui utilise beaucoup de pesticides et qui est souvent dédiée à l'exportation. Donc un modèle qu'on dénonce avec d'autres associations. Et un modèle en plus qui est de moins en moins viable avec le changement climatique, encore une fois, parce que c'est des zones qui deviennent presque plus habitables pour certaines d'entre elles à cause de l'augmentation des températures et du manque de diversification. Donc c'est tout l'enjeu aussi d'essayer d'obtenir des politiques publiques favorables. Certaines existaient, il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais là, on anticipe évidemment avec Javier Milei une résistance et le besoin un peu de défendre les quelques acquis qu'il y avait déjà. Et avec aussi cette idée que ces populations-là doivent être actrices de leur propre Tout à fait. Changement ou protection. Oui, ça c'est la vision vraiment des partenaires argentins avec lesquels on travaille. C'est d'ailleurs aussi, ça fait partie de notre ADN au CCFD Terre Solidaire. C'est vraiment cette éducation populaire au service des populations pour qu'elles-mêmes soient, comme on dit en espagnol, empoderadas, empouvoirées, il n'y a pas vraiment de mot en français, mais qu'elles aient les capacités de prendre leurs décisions, connaître leurs droits, les défendre et prendre elles-mêmes la décision. Donc nos partenaires jouent un rôle plutôt d'accompagnement, de sensibilisation, mais c'est à elles ensuite, en toute souveraineté, de décider du sort de leur territoire, d'exiger des comptes aussi à leurs agents publics et parfois de faire le saut pour s'engager et défendre leurs droits au niveau local, voire au niveau provincial ou national en se faisant élire. Donc ça, c'est un peu comment participer un peu à faire apparaître ces nouveaux leaderships pour contrer un peu ce discours d'extrême droite aujourd'hui en Argentine. Merci beaucoup Martin Villaume pour votre éclairage sur l'Argentine. Donc, on va bien sûr continuer à suivre la situation. Et tout de suite, on poursuit avec d'autres informations dans le monde. Avec en ce début d'Avent des nouvelles qui nous parviennent de régions qui souffrent. À Gaza, à la paroisse de la Sainte Famille, les enfants ont allumé ce dimanche la première bougie de la couronne de l'Avent. La situation est extrêmement précaire pour les quelques 600 personnes réfugiées dans la paroisse latine depuis le début de la guerre. Depuis la fin de la trêve, les bombardements ont repris de façon intense. Les éclats de bombes tombent jusque dans la cour de la paroisse où sont réfugiés les gens. C'est ce que raconte le curé de Gaza, le père Romanelli, dans Vatican News. Plusieurs tankers et citernes d'eau ont été détruits. Mais la chose la plus grave est l'accès au diesel pour les générateurs, car sans cela, il n'y a pas de lumière. On trouve peu de nourriture et elle est 3-4 fois plus chère. Le pape François appelle la communauté catholique tous les jours, ce qui est, souligne le Père, un appui moral et spirituel très fort pour la communauté chrétienne qui ne se sent pas abandonnée par l'Église.
Au Burundi, les catholiques prient pour la paix dans la région des Grands Lacs, à l'initiative de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, qui réunit les évêques du Burundi, de la RDC et du Rwanda. Une journée de prière s'est tenue en ce premier dimanche de l'Avent dans les paroisses de tous les diocèses du Burundi. À Bujumbura, plusieurs milliers de fidèles se sont rassemblés au sanctuaire marial Reine de la Paix et de la Réconciliation au Mont Sion. L'abbé Félix Lupi, curé de la cathédrale Regina Mundi à Bujumbura, nous explique l'enjeu de cette prière portée par les catholiques dans une région aux crises multiples. Il répondait aux questions de Jean-Baptiste Connolly. Nous sommes dans des pays qui ont connu des crises qui continuent jusqu'à présent. Au Burundi, au Rwanda et même au Congo, on a aussi un problème de division ethnique, parfois régionale. Et maintenant, c'est beaucoup plus du côté de l'Est, où on sent que cela aussi continue. Il y a un problème vraiment ethnique d'intégration, de ne pas reconnaître aussi la présence de l'autre, de ne pas reconnaître, par exemple, la citoyenneté de quelqu'un qui est là, parce qu'il est de telle ethnie ou qu'il ressemble à telle autre personne. Donc la paix d'abord commence dans le cœur. Et on était quand même bien content que les gens puissent répondre massivement à cet appel. Et cela nous a montré en fait que la population a soif de la paix dans notre sous-région. C'est symbolique parce que nous préparons à accueillir le prince de la paix. Pendant cette période de l'Avent, la période de Noël, nous voulons recevoir cette paix qui vient de Dieu. Donc, c'est aussi cela que nous avons voulu passer. Et cette initiative n'est pas isolée. Le 28 janvier, en effet, une prière pour la paix dans la région organisée par les évêques d'Afrique centrale se tiendra à Goma. Nous ressentons le besoin de partager avec vous une parole d'espérance. Ce sont les mots des évêques d'Haïti adressés au peuple haïtien dans un message publié à l'approche de Noël. Les évêques se font solidaires des souffrances du peuple et expriment leur sympathie à tous ceux touchés directement ou indirectement par les actes de violence et d'insécurité au cours de cette année 2023. La conférence épiscopale d'Haïti exhorte à un véritable réveil spirituel et citoyen et à plus de fraternité. Les évêques interpellent aussi les autorités haïtiennes. La joie qu'apportent les fêtes de Noël et du Nouvel An sera encore plus grande si des actes concrets d'une résolution de crise se manifestent. Et de citer parmi ces actes, restaurer un climat de paix, arrêter le trafic d'armes, la fin de l'insécurité. Ils en appellent aussi au support de la communauté internationale pour le désarmement et le redressement du pays. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons le père indien Vincent Koundou Koulam. Cette fois-ci, nous visitons quelques villages dans le département d'Adilabad de l'État d'Andhra Pradesh en Inde avec nos séminaristes d'Alua qui sont allés en mission. Selon la coutume du peuple de cette région, lorsque des invités arrivent, on joue de tambour et les gens sortent de leur maison pour faire un tour de village avec les invités. Les hôtes mettent en signe de respect une guirlande de fleurs aux statues des ancêtres vénérés par les gens. Dans cette région, les prêtres religieux se sont engagés dans deux sortes de missions. Premièrement, l'éducation des jeunes et deuxièmement, le soin des malades. Non seulement des séminaristes et des religieuses, mais aussi l'évêque du coin rend visite aux familles et prie avec elles. À la fin de leur séjour dans le village, les séminaristes ont été accueillis dans une famille moyennement riche. Après le dîner, les gens du village ont organisé une petite fête pour dire adieu aux séminaristes. Lorsque les séminaristes ont quitté la région, il n'arrive qu'un désir, une fois ordonné, y revenir pour prendre le relais de la mission. Merci Père, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site, les réseaux sociaux et aussi sur KTO Radio. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.